Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour la deuxième séance du cycle qu'on a lancé en juillet dernier avec une première rencontre sur le Brésil. Le pays se reconstruit lentement grâce à l'élection de Lula après le désastre du régime néofasciste de Bolsonaro. Nos deux intervenantes, Erika Campello et Silvia Capanema, nous avaient montré à quel point cette reconstruction et la mise en œuvre des réformes portées par Lula et la gauche brésilienne se heurtent aux obstacles posés par la droite et l'extrême droite encore majoritaire au Parlement et qui gouverne dans 17 États. L'analyse des droites et des extrêmes droites et leurs alliances est essentielle donc pour comprendre ce qui se joue en Amérique latine et aussi ce qui se passe au Chili, comme on va le voir ce soir. Mais ce qu'on souhaite d'abord faire avec ce cycle, c'est porter le regard sur les forces progressistes latino-américaines, leur renouvellement, leurs alliances et leurs réalisations. Depuis 2018, elles ont conquis le pouvoir par les urnes dans plusieurs pays. Nous souhaitons donc analyser les conditions qui ont permis ces victoires et l'action gouvernementale de la gauche latino-américaine dans sa diversité, dans ses contradictions et ses contraintes, qu'elles soient politico-stratégiques ou relevant des défis économiques, sociaux et environnementaux. On s'intéresse ce soir au Chili, qui vient de commémorer le 11 septembre 2023 les 50 ans du renversement du gouvernement de Salvador Allende par le coup d'État de Pinochet, des commémorations qui ont été très conflictuelles dans un climat de polarisation politique avec une droite très active qui pour une partie est clairement révisionniste, à savoir qu'elle justifie, qu'elle soutient le coup d'État. Ces forces d'extrême droite sont revenues en première position de la scène politique à la faveur des élections à l'Assemblée constituante en mai 2023. L'élan de 2021 qui s'était suivi, qui a été marqué par des victoires des mouvements sociaux et de la gauche semble donc marquer un peu le pas. Gabriel Boric, qui a été un acteur majeur avec Camila Valero des luttes étudiantes des années 2006-2010, a été élu président en 2021. Il s'efforce de tenir le cap. Il est porté par une coalition large qui va du Parti communiste chilien au centre-gauche. Donc, il tente de mettre en œuvre son programme de réforme. Une partie a d'ores et déjà été réalisée, mais les ambitions de départ, rappelons que Boric avait annoncé que le Chili, berceau du néolibéralisme, en serait le tombeau. Ces ambitions semblent revues à la baisse en raison de ce rapport de force imposé par l'extrême droite, héritière de Pinochet. Alors, cette situation politique tendue fait naturellement écho au passé, à l'expérience de transformation novatrice et porteuse d'espoir de l'unité populaire qui a été menée de 1970 à 1973 et qui a été l'aboutissement d'une lutte de la classe ouvrière, des mineurs, des paysans, plus largement des classes populaires, une expérience qui transformait radicalement les rapports sociaux en donnant le pouvoir au peuple contre la toute-puissance des élites. Cette expérience se rappelle aujourd'hui à nous, car la présidence de Boric pose aussi la question du rapport aux classes populaires, aux élites et aux classes possédantes. Elle se rappelle aussi à nous de par les conditions si brutales qui ont mis un terme pour instaurer une dictature néolibérale clientéliste qui a fait plus de 3 000 morts, plus de 30 000 torturés. On parle d'1 million d'exilés. Une dictature qui a mis en œuvre un système qui a organisé la privatisation et la marchandisation de tous les secteurs de la vie et généré des inégalités sociales extrêmement fortes, pour un bilan catastrophique, puisqu'au sortir de la dictature, le taux de pauvreté était de 44%. Il est encore aujourd'hui très élevé et le Chili est actuellement le pays le plus inégalitaire de l'OCDE et parmi les plus inégalitaires du continent sud-américain. Alors, pour débattre de toutes ces questions, on a le plaisir ce soir d'accueillir deux intervenants. Merci d'être avec nous. Franck Gaudichaud, vous êtes docteur en sciences politiques, professeur des universités en histoire et en études des Amériques latines contemporaines à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Vous êtes également collaborateur au monde diplomatique, coprésident de l'association France-Amérique latine. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles. L'ouvrage issu de votre thèse s'intitule « Chili 1970-1973, 1000 jours qui ébranlèrent le monde ». Il a été publié au PUR en 2013 et votre dernier ouvrage s'intitule « Découvrir la révolution chilienne ». Il est sorti aux éditions sociales en septembre dernier. Merci d'être avec nous.
Également, depuis Santiago, avec nous ce soir, Alfredo Joignan, bonsoir. Vous êtes sociologue et politiste, professeur titulaire à l'Université Diego Portales, chercheur principal au Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social de Santiago. Vous êtes également l'auteur de nombreux articles, dont certains sont en français et publiés dans le média en ligne AOC. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date s'intitule, je le fais en français, Le jeu politique, une sociologie critique du champ politique, publié en 2022. Vous publiez également régulièrement des contributions sur votre blog alfredojoignan.com, des articles en espagnol, mais qu'on peut facilement traduire aujourd'hui et qui sont passionnants. Je me permets de rappeler que vous êtes le fils du professeur d'histoire Alfredo Joignan Muñoz, socialiste, maire de Santiago, qui a été directeur de la police des investigations pendant le gouvernement de Salvador Allende, qui a été arrêté après le coup d'État, interné dans des camps de concentration, puis exilé en France. Cette soirée est aussi l'occasion de lui rendre hommage. Alors, pour commencer, je vous propose de revenir sur la période 2019-2021. 2019, c'est le début du mécontentement d'étudiants contre l'augmentation du prix du ticket de métro, qui a marqué, qui a été le point de départ d'une révolte pour la justice sociale qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes, voire peut-être même des millions dans la rue. Contre les inégalités et qui a conduit à l'élection fin 2021 du président Gabriel Boric, lui-même issu des luttes étudiantes. Alors, comment expliquez-vous ces événements qui constituent un véritable tournant politique dans le pays et qui sont aussi certainement le résultat d'une maturation plus longue des mouvements sociaux et de la colère populaire qui couvait depuis les années 2000-2010 ? Une colère qui vise tout un système et les ravages du néolibéralisme, et un mouvement social qui a d'ailleurs été réprimé lourdement par la droite alors au pouvoir et le président Piñera. Qui est Gabriel Boric? Donc, on serait ravis de vous entendre sur son parcours et les idées qu'il défend. Et puis aussi, quelle est la coalition qui a permis sa victoire et qui permet aujourd'hui la constitution d'un gouvernement de gauche dans toute sa diversité, avec notamment parmi cette coalition un parti communiste chilien qui joue un rôle majeur électoralement, mais aussi dans le gouvernement, avec 3 postes ministériels, dont ceux du travail et de l'éducation. Donc voilà pour cette première série de questions sur un petit peu la genèse de l'arrivée de la gauche au pouvoir dans le pays. Je passe la parole à Alfredo tout d'abord, si vous en êtes d'accord. D'accord. Bon, merci pour l'invitation. Bon, je vais partir par la question de l'origine et de la genèse du soulèvement social d'octobre 2019. D'abord, c'est intéressant de s'arrêter sur le mot qui nomme l'événement en espagnol, estallido. C'est un mot qui vient probablement du soulèvement lui-même et c'est un bon terme. Il est assez précis parce qu'il a une connotation volcanique. Et effectivement, ce fut une énorme éruption de douleurs individuelles et collectives qui ont vu le jour à partir du 19 octobre 2019. Et c'est un soulèvement. Là je vais publier le mois prochain un livre aux États-Unis sur justement, mais avec des données précises sur le soulèvement. Hein. C'est un soulèvement qui est parti. Ça, nous, on a dans le centre COES, on a un un observatoire des conflits et on a énormément observé cet événement. C'est un événement qui est parti d'une manière totalement décentralisée. C'est ce qui est très intéressant. Les 48 premières heures, ce fut un soulèvement qui a été protagonisé et contre toutes nos croyances, hein, protagonisé par les voisins. Ce n'est qu'après, 2 jours après, que les étudiants et les mouvements féministes commencent à jouer
un rôle et à déplacer du protagonisme aux voisins. C'est pour ça que je dis que que la jeunesse du soulèvement social est totalement décentralisée, parce que c'est un soulèvement qui a eu lieu un peu partout, pas seulement dans le centre de la capitale, mais aussi dans plusieurs communes du Chili. Ça, c'est la genèse. Et ce fut un soulèvement assez original, compte tenu de sa massivité et de sa durée. Parce que, à vrai dire, si la pandémie n'était pas arrivée, il y avait de fortes chances que ce soulèvement social revienne à la charge une fois les grandes vacances chiliennes terminées au mois de mars. Mais la pandémie est arrivée et ça a mis un terme au soulèvement. Le monde politique chilien a défini une voie institutionnelle de sortie de la crise qui s'est traduit dans un accord qui a été signé par pratiquement tous les partis politiques, sauf le Parti communiste et sauf le parti de Gabriel Boric. Gabriel Boric à l'époque, il était député, Gabriel Boric a signé cet accord à titre personnel. Et d'ailleurs, il a été sanctionné par son parti. Mais c'est cet accord-là qui a permis de démarrer un processus de changement de constitution afin finalement de contrôler et de maîtriser le mouvement social. Bon, la pandémie arrive et c'est ce qui commence à s'imposer dans la vie politique chilienne, outre la pandémie, c'est le changement constitutionnel. Et c'est un changement, et ça c'est la genèse pratiquement directe de la présidence de Gabriel Boric, c'est un changement qui a été initié par un plébiscite d'ouverture, comme on l'appelle au Chili, qui s'est soldé par un résultat assez impressionnant. 78% des gens qui ont voté pour le changement constitutionnel, et donc le 22% restant a voté contre. Il est très important de noter et de ne pas perdre de vue le fait que l'abstention a été de 50%. Ça, c'est très important. Et ça nous mène directement au deuxième chapitre du changement constitutionnel, aux élections du mois de mai 2021, à partir d'une décision institutionnelle extrêmement bizarre qui a été adoptée par les partis politiques chiliens. Les candidats indépendants ont pu se rallier entre eux comme s'ils étaient des partis sans lettres, et ils ont obtenu un score remarquable. Et c'est une décision totalement unique au monde. On n'avait jamais vu un truc comme ça. Si je ne m'abuse, il y a seulement une expérience en Irlande pour des élections locales où ça avait été permis, mais pour une élection générale ou pour une élection du type Assemblée constituante, on n'avait jamais vu une élection où des individus pouvaient se rallier entre eux, se réunir, se rassembler et présenter des candidatures comme si ils étaient des partis politiques. Bon, ça a provoqué un effet important parce que l'Assemblée a tourné totalement à gauche et avec une forte domination de l'extrême gauche représentée par la liste du peuple, avec un discours très anti-parti. Et bon, ça s'est soldé par une rédaction assez traumatisante d'un premier texte constitutionnel qui a été plébiscité au mois de septembre 2022 et il a été rejeté par 62% des votants. Et là, il est essentiel de faire noter que le Chili, à l'occasion de ce référendum de sortie, comme on l'appelle, et qui a vu le rejet de la Constitution, le Chili a décidé de revenir au vote obligatoire. Ça, c'est très important parce que lors des élections au vote volontaire du mois de mai 2021, 57% des Chiliens n'ont pas voté. C'est-à-dire que c'est une assemblée qui a été surinterprétée. On a installé des interprétations de ce que le peuple chilien voulait, en faisant comme si
cette première assemblée constituante était l'expression mathématique de tout le Chili, ce qui était faux. Pourquoi? Parce que lors du référendum de sortie, il y a 5 millions de plus de votants qui ont voté, 5 millions de plus, à un taux, donc un taux de participation, un des plus importants au monde dans l'actualité, 85% de participation. Et dans les élections qui ont suivi, au mois de mai 2023, c'est-à-dire il y a très peu de temps, toujours au vote obligatoire, 85, encore une fois, avec 85% de participation, on voit l'irruption de l'extrême droite. Le fameux parti républicain qui atteint le score de 35% des voix et réussit à élire 22 représentants dans un conseil constitutionnel de 51 membres. Et c'est ce qui explique donc la tournure extrêmement conservatrice de l'actuel texte. Le texte va bientôt être remis au président Boric. Ça aura lieu le 6 novembre. Enfin, le 7 novembre, les conseillers constitutionnels vont remettre le texte de constitution à Gabriel Boric pour qu'il procède au plébiscite d'approbation ou de rejet. Tout porte à croire qu'il va être rejeté. Ce sera le deuxième rejet donc. Et là, le Chili aura un très gros problème. Pourquoi? Parce que finalement, tout le monde politique, sans exception, hein, tout le monde politique, tous les partis politiques auront échoué dans la tâche qui leur a été assignée de dépasser l'actuelle constitution de 1980, réformée en 2005 par le président Ricardo Lagos, et tous les partis politiques, la gauche évidemment aussi, n'aura pas réussi à approuver une nouvelle constitution, et l'effet mécanique sera d'éterniser la constitution de Pinochet réformée par Lagos. Je préfère m'arrêter là pour laisser la parole à Franck, et à partir de là, on pourra avancer sur la genèse de la présidence de Gabriel Boric et répondre à la question de qui est-il. Ok, Franck. Merci. Donc, moi, je vais essayer de rebondir et d'apporter d'autres éléments parce que je pense qu'Alfredo a bien montré la séquence, et à quel point le Chili, en fait, est entré dans une sorte de tunnel d'accélération des particules depuis 2019 en termes de densité politique, densité électorale, conflits, polarisation, tentative de construire des alternatives, échecs répétés. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, de nouveau, on pourrait dire, le Chili est une sorte de laboratoire et concentre l'attention internationale parce que ce qui s'y passe nous dit beaucoup de choses aussi sur les possibilités ou pas déjà de remettre en cause des héritages autoritaires qui sont très forts au Chili. D'autre part, qu'est-ce que ça signifie un processus constituant dans des contextes démocratiques? Ou encore, est-il possible et de quelle manière de construire des projets post-néolibéraux qui dépasseraient une partie des héritages néolibéraux? Donc tout ça est en jeu finalement au Chili, une fois encore. Peut-être pour reprendre de la distance historique, et pour donc les spectateurs, les auditeurs, rappeler à quel point, vous avez dit tout à l'heure, on est à 50 ans du coup d'État, c'est vrai, mais on est jour pour jour à 4 ans du soulèvement ou de l'estallido social de 2019. C'est intéressant aussi les commémorations. Et en ce sens, la question qui reste en débat, qui n'a pas de réponse unique d'ailleurs, c'est de quoi est-il le nom, ce soulèvement de 2019? Dans l'enthousiasme ou dans l'effroi qu'il a pu générer, on a pu y lire une sorte de soulèvement qui serait assez avec une seule direction, par exemple contre le néolibéralisme. Et en fait, on voit qu'évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Le soulèvement de 2019, ça a bien été dit par Alfredo, cette dimension tellurique, hein, d'explosion du volcan social. Et le volcan, il part en même temps dans tous les sens. Il n'y a pas une revendication unique, elle est très plurielle.
On a parfois eu tendance à essayer de lui donner un sens principal, mais finalement, quand on lit à partir d'aujourd'hui, 2019, on voit que c'est assez compliqué, mais en même temps, il y avait une base commune, c'est celle d'une part, je pense, l'essoufflement, voire la crise du pacte social et politique de la transition 89-90, de la sortie de la dictature, qui s'est essoufflé sur le long terme, mais qui en 2019, c'est une sorte d'aboutissement par en bas, puisque par en haut, on avait vu que les fissures de ce système politique, du néolibéralisme, des héritages autoritaires et sur la dictature se multipliaient. Les cas de corruption, un système politique qui était en crise du point de vue de sa légitimité, les grandes institutions également en crise, les cas de pédophilie dans l'Église, la question des carabiniers avec des cas de collusion, le Parlement qui était sous pression ou avec des réseaux de clientèle avec les grandes entreprises. Donc, dans les dernières années, se sont multipliés tout un tas de fissures par en haut, on pourrait dire, de cet héritage de la transition démocratique de 89-90, dont il faut rappeler qu'elle a maintenu en la réformant la Constitution de 80, mais pas seulement. Aussi le Code du travail, aussi le modèle d'extraction extractiviste des matières premières. Enfin, c'est un ensemble d'héritage qui quand même pèse sur cette démocratie chilienne. Et par ailleurs, moi je travaille plutôt là-dessus, c'est intéressant de voir que, vous l'avez mentionné d'ailleurs Christelle en introduction, 2019, c'est aussi l'aboutissement d'une accumulation moléculaire de mobilisation sociale, de mécontentements sociaux. Certains sociologues parlent du mal-être aussi social dans le néolibéralisme et qui peu à peu convergent finalement d'une certaine manière et en même temps explosent parce que ce n'est pas une convergence organisée, structurée, etc. Il faut rappeler par exemple les grandes mobilisations syndicales autour de l'activité minière, autour de l'activité forestière, de l'activité portuaire à partir de 2006-2007, le retour de la grève par exemple au Chili. La grève qui pourtant est très difficile à faire au Chili puisque le Code du travail pèse lourdement sur le syndicalisme. La montée en force de la question autour des retraites, du système de retraite qui a été privatisé, en tout cas financiarisé en dictature et pas remis en cause depuis. On pourrait évidemment mentionner à partir de 2016 la constitution d'un mouvement féministe très important et à partir de 2018 surtout qui prend une dimension massive. Le mouvement étudiant, 2011. Mais Alfredo pourra y revenir quand on parlera tout à l'heure de qui est Gabriel Boric. Mais c'est intéressant de voir que cette génération qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est aussi la génération de 2011, celle qui était dans la rue en 2011, qui a bloqué les universités pendant des mois et des mois, qui était leader des organisations syndicales étudiantes. Et au Chili, à la différence de la France aujourd'hui en tout cas, qui conduit la fête chez des grandes organisations syndicales, il faut toujours regarder ce qui s'y passe, parce que souvent, quelques années plus tard, ces gens-là aussi ont des responsabilités politiques, ont du poids politique. Donc voilà, tous ces acteurs-là aussi, ils ont participé à ce qu'est 2019. Par contre, je ne suis pas en train de dire que ce sont eux, et Alfredo l'a bien dit, qui initialement sont dans la rue en 2019. Au contraire, il y a une dimension beaucoup plus spontanée, beaucoup moins structurée, beaucoup moins organisée. Par exemple, on voit que le mouvement syndical, il réagit, mais avec du retard. Il y avait la table d'une unité sociale qui regroupait la COUT, la grande centrale syndicale, et d'autres acteurs autour des retraites, des féministes, etc. Mais en fait, ils réagissent plutôt à chaud, plutôt qu'ils organisent le mouvement. Malgré tout, il faut rappeler que le 12 novembre, il y a eu la plus grande grève nationale de l'histoire démocratique du Chili depuis la transition, et cette grève nationale a aussi pesé très fortement dans la balance au moment où d'ouvrir la porte vers un processus constituant. On sait que le rapport de force s'est transformé aussi à ce moment-là, puisque non seulement il y avait de la violence dans la rue, de la répression d'État très très forte, des affrontements, des barricades, des églises en feu, etc., des métros en feu, mais il y a aussi eu les syndicats, le travail en grève. Et ça a aussi... Il y a de très bons, d'ailleurs,
articles du COES, de collègues du COES qui ont travaillé là-dessus, sur cette grève du 12 novembre, qui fait basculer le rapport de force et d'une certaine manière oblige aussi le gouvernement de droite de l'époque à ouvrir la porte, mais surtout les parlementaires à essayer de négocier un pacte qui va être celui pour la paix sociale et la nouvelle constitution. Reste à savoir si cette négociation, certains vont la vivre et la percevoir comme une manière de cadenasser la rue, en tout cas de canaliser la rue, et d'autres, c'est notamment ce que d'ailleurs essayaient de faire les secteurs conservateurs à ce moment-là, ils comprennent l'importance de donner une issue institutionnelle au soulèvement de 2019, parce que ce qui est en jeu à un moment donné, c'est y compris la destitution de Piñera, de cette manière. En tout cas, les élites politiques ont en mémoire ce qui s'est passé en Bolivie, on est dans d'autres contextes, en Argentine en 2001, c'est pas complètement, disons, halluciné de penser ça à ce moment-là. Il faut voir que les militaires ont été déployés dans la rue, qu'il y a eu beaucoup de répressions qui aujourd'hui sont dénoncées par les organismes de droits humains. Et donc, ce qui est négocié par les partis à ce moment-là, Gabriel Boric parmi eux, et comme l'a dit Alfredo, sans son parti, c'est la possibilité d'une issue constitutionnelle qui décomprime la rue finalement et lui donne une issue institutionnelle. Et s'ouvre alors le cycle qui a été décrit par Alfredo, où on a une succession accélérée de référendums, possibilité d'assemblée constituante, une assemblée constituante qui déplace complètement les partis traditionnels, la démocratie chrétienne, un seul représentant, alors que c'est un des grands partis de gouvernement au Chili, par exemple. La droite qui n'a pas les vétos pour empêcher la rédaction d'un texte qui finalement va être très progressiste, très radical, certains diront, très féministe, etc. Et dans ce même cycle constituant, il y a aussi l'ouverture du cycle présidentiel et électoral qui va aboutir à l'élection de Gabriel Boric. Je m'arrête là avec, et là aussi pour aller dans le même sens qu'Alfredo, des indices qui, dès ce moment-là, permettaient de montrer, mais moi je fais partie de ceux qui ne l'ont pas vu, par exemple, le niveau d'abstention qui montrait que ce n'était pas forcément du côté du progressisme ou du côté de la gauche que ça pouvait partir forcément. Et évidemment, l'élection de Gabriel Boric donnait déjà des indices de ça, puisque là, au premier tour, on a l'extrême droite qui arrive en tête. Voilà. Merci, donc, Bon, bah, oui. Alors, voilà, juste je vous en prie. comme tu as commencé par évoquer effectivement l'élection de la constituante et le pourcentage des votants et le haut niveau d'abstention, puis ensuite le recours au vote obligatoire qui a complètement renversé la donne, j'en profite pour vous faire part de la question de Daniel Gaxi qui pose la question de savoir, le vote est obligatoire mais 85% de participation, donc 15% d'abstention encore. Comment expliquer cet écart? Est-ce qu'il y a eu une absence de sanction? Peut-être tu peux compléter. Et puis ensuite, on enchaîne sur Boric et sa coalition au pouvoir. Ouais, non, non les 15% des gens qui n'ont pas voté, il faut décomposer le chiffre. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 5% des gens qui ont présenté des excuses face aux carabiniers parce qu'ils vont, le jour du scrutin, vont aller se retrouver à plus de 200 km de distance du bureau de vote. Ça, c'était prévu par la loi. Et il y a 10% des gens qui, effectivement, n'ont pas voté et qui, en ce moment, toutes ces personnes-là, en ce moment, ils sont à peu près 1,8 million, un truc comme ça, 1,8 million personnes. Toutes ces personnes sont actuellement dans les tribunaux. Ils ont été tous demandés. Et ça peut paraître un procédé inutile sur lequel il est assez inutile d'insister. Moi, j'insiste. Pourquoi c'est important? Parce que c'est là où se joue l'expérience de l'obligation de voter. Hein? Si les personnes qui n'ont pas voté ne sont pas sanctionnées, bon, bah, au bout d'un certain temps, les gens vont cesser d'aller voter parce que ça va se transformer en un système de vote obligatoire sans sanction. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé au Chili entre 1989 et 2012. Le vote était obligatoire, mais plus personne n'allait voter.
Enfin, les nouveaux entrants dans les listes électorales n'allaient pas voter. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sanctionnés. Enfin bon. Donc, je répondrai à la question de Daniel de cette manière. Donc maintenant, je vous invite à poursuivre sur Gabriel Mhm. Boric, l'alliance qu'il a participé à constituer pour arriver au pouvoir et qui œuvre aujourd'hui au gouvernement, les forces en présence. Et puis peut-être qu'on peut commencer aussi à aborder la question des réalisations de ce gouvernement. Ça fait Mhm. maintenant un peu plus d'un an qu'il est au pouvoir et il y a certaines mesures concrètes qui ont été mises en œuvre et qui constituent quand même des victoires, notamment pour le monde du travail. On pense à la réforme du Code du travail que vous avez abordé, Franck Gaudichaud, qui est parmi un des plus régressifs, notamment en Amérique latine, notamment grâce à la bataille menée par la ministre du Travail, qui est ministre communiste, issue du monde syndical. Qui a donc abouti à ce que la semaine soit limitée à 40 heures de travail et qui a aussi réussi à obtenir une augmentation des salaires. Alors bien sûr, il y a d'autres chantiers qui doivent être investis, notamment la réforme des retraites, comme vous le disiez par exemple. Notamment le système par capitalisation individuelle privée a été instauré par la dictature en 1981. Ça fait partie aussi des revendications des mouvements sociaux, d'avoir un système de retraite qui permette quand même de vivre dignement pour toutes et tous. Donc, quelles sont aussi les premières mesures qui ont été, qui sont mises en œuvre et quelles sont encore qu'est-ce qui reste à faire pour engager une transformation sociale dans le pays? Alfred. Oui, pour être tout à fait honnête, je crois que vous venez de dénoncer les deux grandes mesures sociales qui ont pu être adoptées. Et de mon point de vue, je suis extrêmement pessimiste de ce point de vue-là. Il n'en aura plus. Pourquoi? Parce que le rapport de force est très hostile au gouvernement. Le Sénat, la Chambre haute, qui a 50 membres, 25 sénateurs sont à droite, 25 sénateurs sont du centre-gauche vers la gauche. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, du côté de la Chambre des députés, le niveau de polarisation est tel que aucune majorité de gauche claire est possible, surtout parce qu'il y a des gens, des députés qui viennent de la gauche. Je pense à la députée Pamela Giles, qui vient d'un mouvement qui s'appelait le mouvement humaniste. Bon, bah, elle vote tout contre le gouvernement. Donc, il y a un véritable problème pour construire des majorités législatives pour mener à bien le gouvernement, le projet de gouvernement sur lequel Gabriel Boric avait été élu. Mais je voudrais reculer un petit peu et poser la question devant vous sur la genèse et les caractéristiques du gouvernement de Gabriel Boric. Pour bien comprendre ce gouvernement, il faut prendre note de la chose suivante. C'est un véritable expériment au niveau mondial. En quel sens? C'est le premier gouvernement au monde dont l'hégémonie pèse sur une force de nouvelle gauche, le Front élargi, le Frente Amplio. Vous n'avez pas d'autre exemple. C'est le seul. Et pourquoi ça c'est devenu possible? Parce que au Chili, dans les élections générales de 2021, aux élections législatives, il s'est produit ce que les communistes italiens appelaient il sorpasso. Ça s'est passé au Chili. C'est-à-dire que le Front élargi et le Parti communiste ont battu le centre-gauche aussi bien en nombre de voix qu'en nombre de sièges. Et ce qui fait que l'hégémonie législative est dans le Front élargi et dans le Parti communiste. Or, depuis la défaite du premier texte constitutionnel l'an dernier, le président de la République, Gabriel Boric, a pris une décision extrêmement importante à concéder l'hégémonie politique au Parti socialiste. C'est le Parti socialiste qui occupe
les principaux portefeuilles dans l'actuel gouvernement. C'est quelqu'un qui vient du Parti pour la démocratie et qui est très proche du Parti socialiste, Carolina Toa, qui est ministre de l'Intérieur. C'est l'ancien président du Parti socialiste, Álvaro Elizalde, qui est le ministre de la présidence. C'est un socialiste, Mario Marcel, qui est le ministre des Finances. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est quelqu'un du monde social-démocrate qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères, et ainsi de suite. C'est une socialiste, c'est la petite fille de Salvador Allende qui est ministre de la Défense. Vous voyez? Donc, tous les postes clés dans l'actuel gouvernement sont entre les mains des gens du centre-gauche. C'est un paradoxe, mais c'est la seule manière que Gabriel Boric a pu trouver pour donner un nouvel élan au gouvernement. Parce que sa première équipe ministérielle s'est épuisée d'une manière extrêmement rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis une grave erreur. Sa première équipe ministérielle a misé sur la victoire du plébiscite. Or, ce fut une défaite, et une défaite lourde et lourde de conséquences, ce qui a obligé le président Boric à modifier sa stratégie et son équipe ministérielle. Vous avez raison de signaler que dans deux importants portefeuilles sociaux, éducation et le ministère du Travail, effectivement, ce sont des militants communistes qui sont des ministres. Vous avez raison. Mais les postes politiquement stratégiques, c'est-à-dire les postes à partir desquels le gouvernement adopte une voie stratégique, une voie qui a du sens, sont entre les mains du centre-gauche. Mais j'insiste sur le caractère extraordinairement expérimental de ce gouvernement, expériment au bon sens du terme, au sens de... C'est un expériment parce que c'est la première fois qu'on assiste à un gouvernement hégémonisé par les partis de nouvelle gauche et qui ont subordonné les partis sociaux-démocrates, les forces social-démocrates qui ont gouverné le Chili entre 1990 et 2010, pendant 20 ans. Vous voyez? Je le laisse ça pour que Franck puisse réagir. Oui, alors, après, le problème, c'est les caractérisations aussi. Si on lit la coalition actuellement au pouvoir, effectivement, elle est très novatrice au sens où elle est ancrée entre le Parti communiste et cette nouvelle gauche qui émerge de 2011, notamment cette nouvelle génération de leaders étudiants, Camilla Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, et en fait de nombreux autres qui sont parfois pas toujours aussi médiatisés. D'autre part, il faut bien voir qu'en 2019, l'explosion sociale, comme je l'ai dit, elle était hétérogène, mais quand même, il y avait au centre des demandes sociales urgentes qui ont été accumulées pendant toutes ces années-là. Donc là, dans la fameuse démocratie des consensus à la chilienne, où en gros, il y avait une sorte de consensus autour d'un modèle néolibéral corrigé, comme disent certains sociologues, Manuel Garleton par exemple, mais qui est maintenu durant toute la période et qui va être finalement géré, administré par une coalition entre la démocratie chrétienne et le Parti socialiste. L'arrivée de Boric et sa coalition, en ce sens, c'est une promesse d'en finir avec, ou en tout cas de dépasser largement cette gestion consensuelle du néolibéralisme en démocratie, et une démocratie en plus qui avait de nombreux espaces autoritaires hérités. C'est ça le socle finalement de la promesse de Gabriel Boric et du Parti communiste. Arriver à dépasser ce qui s'exprimait en 2019 par la fameuse phrase ce ne sont pas 30 centimes d'augmentation du ticket de métro, ce sont 30 années d'une démocratie néolibérale qui nous pèse sur les épaules, nous, notamment la nouvelle génération ou les anciens avec nos retraites complètement capitalisées. En ce sens, si on fait le bilan d'un gouvernement qui n'est pas fini, il y a beaucoup de déceptions, évidemment, au sein de la gauche. On voit un gouvernement qui est très largement neutralisé et qui a été déjà neutralisé par la grande défaite, qui est celle du 4 septembre 2022, évidemment.
puisque une partie du capital politique de cette gauche qui arrive au pouvoir, malgré lui, mais avec lui aussi, elle était dans la possibilité d'une nouvelle constitution qui avait été portée par la gauche, même si finalement, c'est paradoxal, hein, ça a été dit, ça a été porté pas forcément par la gauche partisane classique, mais par un ensemble d'autres acteurs issus du mouvement social, la liste du peuple, les féministes, une partie des peuples autochtones, et aussi, Apruebo Dignidad, et aussi donc le Parti communiste et la Nouvelle Gauche. Le fait que ce référendum soit perdu sur une constitution, sur un texte constitutionnel très avancé, très progressiste, très détaillé, qui proclamait un État plurinational, féministe, qui essayait de mettre fin au code de l'eau, qui privatise l'eau au Chili, qui voulait avoir un code du travail enfin vraiment démocratique pour les droits syndicaux et un ensemble d'autres choses. Que ça soit perdu, évidemment, ça pèse dans la mochila, dans le sac à dos du gouvernement, et en plus, à peine quelques mois finalement après le début du gouvernement. D'autre part, c'est un gouvernement, ça a été dit, qui est minoritaire, et donc qui est obligé d'essayer de trouver des alliés en permanence, notamment au niveau de la Chambre basse, et qui en interne a de nombreuses tensions, parce que entre, disons, l'option, la visée politique est celle du Parti communiste et celle des nouveaux alliés qui ont été intégrés plutôt sur le tard, c'est-à-dire le socialisme démocratique, le Parti socialiste. Là aussi, il y a finalement des canaux, des perspectives politiques qui sont très fortement différenciées. Donc, si on fait le bilan, oui, les avancées, il y en a eu dans le système de santé, dans l'accès à la gratuité dans le système public de santé, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'attentes que le système de santé reste encore très fragile et très fragilisé. Il y a eu les 40 heures. J'ai vu qu'il y a une question sur les 40 heures de Patricio. En fait, ça, c'était un projet qui était porté historiquement par le Parti communiste chilien, notamment par Camilla Vallejo et aussi par Janet Jara, qui est l'actuelle ministre du Travail, qui était aussi porté par la CUT et par une partie du mouvement syndical, passé de 45 à 40 heures. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans la négociation de la réforme, c'est là où il faut regarder un peu finement ce qui s'est passé, la letra chica, comme on dit parfois. Donc, c'est finalement, dans ce qu'ils ont réussi à arracher au Parlement, c'est une réforme très graduelle sur 5 ans pour aller jusqu'aux 40 heures, mais dans lequel, et d'ailleurs, on pourrait faire des parallèles avec ce qui s'est passé en France au moment des 35 heures, la contrepartie qui a été négociée avec le patronat, c'est de la flexibilisation du travail. Donc, c'est 40 heures sur un mois, mais sur une semaine, on peut travailler 52 heures sur décision unilatérale de l'employeur, qui peut dire, cette semaine, vous allez travailler 52 heures, vous n'avez rien à dire. Sur le mois, vous travaillerez 40 heures en moyenne, mais sur la semaine, ça peut monter jusqu'à 52 heures. Donc, voilà, les contreparties, même dans cette avancée sociale que sont les 40 heures, elles sont très, très fortes. Je prends cet exemple pour montrer toutes les difficultés et les avancées en termes de réforme qui sont finalement assez modérées, assez modestes et compliquées. Et puis, le grand problème du gouvernement, c'est qu'il n'a pas pu faire passer sa réforme fiscale, sa réforme de tributaria, je ne sais plus comment on dit, réforme fiscale. Oui, C'est-à-dire réforme fiscale. la capacité d'une augmentation, là aussi très graduelle pourtant. Hein, Gabriel Boric, il n'est pas bolchevique, hein, très graduelle, jusqu'à 4% du PIB sur plusieurs années pour avancer en termes sur la question des retraites, la question de l'éducation, la question de la santé. Et j'arrête là. La dernière chose, c'est que dès le départ, en fait, du point de vue du rapport de ce nouveau gouvernement avec, pour aller vite, ce qui est sa base électorale et sa base sociale, il y a eu des problèmes d'entrée. Par exemple, la question épineuse, mais aussi centrale, notamment pour les gauches, des droits des peuples mapuche. On sait que dès la première semaine, il y a eu une très mauvaise gestion de ces questions-là, un affrontement au moins politique, et qui a coûté d'ailleurs le poste à la nouvelle ministre du Travail, Isca Sitges. Intérieur. De l'intérieur, oui, pardon. Et donc, on a vu à quel point, même sur la question mapuche, qui était aussi une autre grande promesse, c'est-à-dire qu'il y aurait une négociation, un nouveau pacte entre les populations mapuche et le gouvernement, aller vers une perspective d'issue politique. Ça a été rapidement fermé, aussi bien du côté des mapuche les plus radicalisés et qui
qui en veulent à l'État chilien, qui réclament de l'autodétermination avancée, comme de la part de cette nouvelle centre-gauche qui a très mal géré la situation et aujourd'hui est complètement dans une voie sans issue de ce point de vue, puisqu'il y a eu à nouveau militarisation partielle, mais militarisation du Wallmapu. Oui, je voudrais insister, si vous permettez, sur un paradoxe concernant le monde mapuche. C'est une petite observation, mais c'est important. Lors du plébiscite de sortie du 4 septembre 2022, les Mapuches ont voté massivement par-dessus la moyenne nationale, massivement contre le texte constitutionnel. C'est incroyable. Franchement, c'est un paradoxe énorme. Et ils ont voté massivement lors des élections du 7 mai 2023 pour élire des conseillers constitutionnels. Ils ont voté massivement pour la droite et l'extrême droite. Donc là, on a un vrai problème. Pourquoi? Parce que le comportement électoral mapuche, depuis toujours, a toujours été orienté à droite. La question est de savoir pourquoi. Vraisemblablement, ça s'explique par des résidus ou le maintien de rapports clientélaires, vraisemblablement, ou clientélistes. Mais le fait est là, c'est un véritable paradoxe. Et aussi, Alfredo, la question du poids des églises évangéliques dans Oui, tout à certaines fait, tout à fait. communautés qui Oui, pèsent tout à fait. beaucoup. Oui, tout à fait. Merci. Donc là, on a Claire Posé qui demande justement, est-ce que le texte intégral du projet de constitution qui a été rejeté est disponible quelque part? Parce que c'est vrai que même s'il a été Moi, rejeté, il est quand même je l'ai dans mon constitué. ordinateur. Ah, mais c'est formidable. Donc, si on peut le Elle mettre à peut disposition. m'écrire, mais je ne l'ai pas sur cet ordinateur-là, je l'ai dans mon ordinateur personnel, elle peut m'écrire et je lui envoie. Ouais, parce que c'est Mais vrai on le qu'il y trouve, a sinon, sur le net, on le trouve. Ah oui, totalement. Oui. Donc, on pourra le transmettre par ailleurs. Et puis, on a également un spectateur qui fait remarquer que le premier gouvernement de Boric de mars 2022 avait déjà une prédominance PS, car les deux principaux ministères, celui des Finances avec Marcel et en pratique le ministère de l'Intérieur, car le vrai ministre était le sous-secrétaire socialiste Monsalvé. Voilà, Ce qui est vrai, oui, pour la tout à petite fait. précision. Et juste une chose là-dessus, c'est intéressant d'ailleurs cette remarque, c'est là aussi sur les contradictions et les limites de la perspective transformatrice et la question des rapports de force aussi pour ce nouveau gouvernement, c'est que pour donner des gages, notamment au marché, à la bourse, au grand patronat, la figure clé, ça a été d'intégrer à l'administration de l'exécutif Mario Marcel. Et Mario Marcel qui est vraiment une figure, en gros, de la bonne gestion, disons, économique, d'ailleurs qui a une assez bonne reconnaissance, y compris dans les sondages d'opinion, mais qui garantissait que ce gouvernement allait avoir une gestion macroéconomique stable, etc., etc. Donc, dès le début, en fait, Boric donne des gages de bonne administration de l'économie, notamment au secteur, parce qu'il faut voir que le Chili, l'économie chilienne, elle est dominée par ce que j'appellerais moi une oligarchie financière et qui a un pouvoir extrêmement fort, médiatique, qui contrôle en partie les médias, mais aussi qui a des relais très, très importants au Parlement. Donc, ses adversaires sont très, très puissants. Alors, si je me trompe, je ne vous avais pas vraiment répondu sur la question de la réforme du système de retraite. Donc, est-ce à dire que c'est quelque chose qui ne sera pas possible à négocier et qui va rester en l'état, où il y a quand même des possibilités de réformer? Et puis après, peut-être on peut essayer d'aller sur le champ de la stratégie économique en lien avec le modèle économique chilien qui repose sur l'extractivisme et l'exportation des matières premières que constituent le cuivre et maintenant le lithium, des matériaux qui sont stratégiques dans la décarbonation de nos économies et dans la réponse au changement climatique. Donc, quelle est la stratégie de Gabriel Boric? Il a annoncé concernant le lithium une nouvelle stratégie en avril dernier. Il y a un projet de loi qui va être voté d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il envisage de s'inspirer de l'expérience d'Allende qui avait nationalisé le cuivre, une nationalisation sur laquelle Pinochet n'était pas revenu, pour servir aussi son fonctionnement clientéliste, le fonctionnement d'un pouvoir qui était clientéliste?
Est-ce qu'il envisage une nationalisation du lithium ou bien tout au moins une redistribution large des ressources, des richesses générées par l'extraction du lithium? Est-ce qu'il envisage une industrialisation par des filières et aussi une filière technologique autour de cette ressource stratégique? Quelles sont voilà, ses ambitions et comment il peut obtenir des choses? On sait aussi que voilà, l'Union européenne est totalement investie dans la négociation d'accords pour s'assurer un approvisionnement dans ces ressources stratégiques. Donc, on a des questions quand même qui sont structurantes du point de vue politique et économique. Donc, je vous repasse la parole donc, sur la question des retraites et aussi des orientations économiques. Ouais, je vais commencer par le lithium parce que c'est important, hein. Il y a des dimensions très techniques, hein, dans cette discussion. Le projet le plus intime du président Boric, c'est de fonder une entreprise nationale du lithium. Ça, c'est son aspiration. Le problème, c'est que techniquement parlant, cette partie-là, je connais bien le sujet parce que le vice-président de la Corfo, c'est un de mes co-auteurs d'un bouquin que j'ai publié il y a quelques années qui s'appelait L'autre modèle, qui s'appelle José Miguel Benavente. Le problème, c'est que monter une entreprise de zéro, une entreprise publique, en partant de zéro, d'abord, constitutionnellement, c'est impossible. La Constitution l'interdit, l'actuelle Constitution. Et en second lieu, si jamais il était possible de monter une nouvelle entreprise publique, par exemple en réformant la Constitution, le problème, c'est que ça demande beaucoup trop de temps de consolider les capacités de niveau mondial pour extraire le lithium. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce qui vient de se passer il y a 3 jours, Gabriel Boric, il était en Chine il y a 3 jours et il a négocié avec le gouvernement chinois un investissement très important dans le lithium pour un montant de 230 millions de dollars. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en matière de lithium un fort investissement chinois qui va vraisemblablement rivaliser, éventuellement coopérer avec les Canadiens. Ce sont ces deux pays qui sont très installés en matière de lithium. Et la seule possibilité d'incorporer une entreprise publique dans le lithium, c'est d'utiliser une entreprise déjà existante. Et ça, c'est Codelco. C'est l'entreprise du cuivre. Donc, mais le problème, c'est que Codelco, à son tour, a beaucoup de problèmes actuellement. C'est une entreprise actuellement déficitaire. Il a des gros problèmes internes. Bon, ça semble très technique, je suis bien conscient, mais il y a une dimension de vitesse très importante pour que le Chili soit véritablement un grand producteur de lithium et un grand exportateur de lithium vers le monde. Concernant la réforme des retraites, là, par contre, je suis extrêmement pessimiste. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le débat porte sur que faire des 6 points additionnels qui ont été négociés au Parlement. C'est-à-dire, les 6 points vont aller à un système de solidarité où les 6 points additionnels vont aller à la capitalisation individuelle. Ça, c'est un problème ancien, hein, dans le gouvernement de Piñera II, le deuxième Piñera. Piñera avait proposé de réformer le système en mettant 3 points dans le système solidaire et 3 points dans le système de capitalisation individuelle. Ça, c'était il y a 4 ans. La gauche du Front élargi et communiste s'est opposée. Or, aujourd'hui, la droite veut que les 6 points aillent au système de capitalisation individuelle. Et dans la mesure où la gauche n'a pas de majorité dans aucune des 2 chambres, il n'y a aucune possibilité de
d'avancer sur la réforme, sauf si la droite proposait 1 point pour la solidarité et 5 points pour la capitalisation individuelle. Donc, franchement, le gouvernement de Boric est en train de négocier à partir d'une position de faiblesse extrême. Et mon pronostic est largement défavorable. Aller dans ce sens, déjà, ce qui est très certain, c'est qu'il n'y a absolument pas de revendication de nationalisation au sein de la gauche chilienne actuellement, ni sur le cuivre, ni sur le lithium, parce que, juste pour préciser, effectivement, la dictature, elle maintient la plus grande entreprise de cuivre au monde, d'ailleurs, qui est Codelco, mais en parallèle, elle ouvre à la concession tous les nouveaux gisements, ce qui fait qu'aujourd'hui, une proportion très importante, j'ai plus le chiffre, autour de 60%, il me semble, de l'extraction en volume, elle est aux mains de concessions minières. Ça passe pas par Codelco, même si Codelco reste l'acteur central de l'extraction. Aux côtés de Codelco, il y a des grandes multinationales qui investissent, extraient au Chili dans le secteur du cuivre. Et ça a explosé notamment sous Pinochet et par la suite. Et là, donc, dans le programme de Gabriel Boric, évidemment, il y a pas un retour à l'idée de la grande nationalisation de 71 d'Allende, qui, rappelez-le, qui est une nationalisation finalement sans indemnité pour les entreprises expropriées, après un calcul qui a été fait, mais de rester dans cette idée d'une collaboration publique-privée avec une entité, effectivement, au moins une grande entreprise publique. Et donc là, Alfredo a expliqué la difficulté. Sans un bouleversement constitutionnel, il n'y a pas de moyen de sortir de terre cette entreprise-là. Donc, il faut se baser sur l'existant. Il y a plusieurs entreprises, d'ailleurs, qui ont été sondées, si on pouvait les transformer en entreprises publiques du lithium. Mais globalement, le défi, parce qu'il faut rappeler que dans le triangle du lithium, Chili, Bolivie, Argentine, on a peut-être 60% du lithium, en tout cas à ce jour, mondial. Donc, c'est considérable à un moment où tout le monde parle de batteries, de voitures, etc., etc. Donc là, il y a un enjeu évidemment très, très fort pour le gouvernement chilien. À un moment où d'ailleurs les prix sont assez hauts, donc il y a un enjeu aussi de devise très important. Mais des difficultés sur est-ce que, au-delà du gouvernement, est-ce que l'État chilien va être en capacité de s'imposer comme un acteur clé qui est au moins capable de réguler, capable d'être associé aux nouveaux entrants dans le jeu, puisque jusque-là, il y avait notamment le gendre de Pinochet, Ponce Lerou, qui avait une concession très importante, et ça, c'est un autre problème qui est toujours latent. Mais aussi les Chinois, les Canadiens, donc les acteurs globaux qui sont bien entendu sur les starting blocks. Est-ce qu'il y aura capacité d'industrialiser en partie ce lithium, c'est-à-dire de produire des batteries localement, ou est-ce que ça sera de l'exportation? C'est tout le débat qu'il y a dans le pays voisin d'ailleurs. La Bolivie qui aujourd'hui avec beaucoup de difficultés d'ailleurs aussi, a un projet de transformation sur place et de création de batteries. Donc, c'est ça les enjeux. Et évidemment, à une échelle d'un mandat qui termine en 2025, évidemment, ça va même pas se jouer tout de suite. Il y a des projets qui vont être mis en place, mais c'est un enjeu sur une décennie, mais qui est capital pour le Chili et pour la région. La capacité, la souveraineté, ou en tout cas une souveraineté régulée par des entités publiques et de transformation d'un minerai stratégique comme le lithium. Et oui, enfin, d'autre part, sur le modèle lui-même, le Chili reste effectivement très dépendant de la question extractive, agro-extractive, parce qu'il y a aussi toute la production vin, fruits, etc., le saumon, la pâte à papier. Mais paradoxalement, la néolibéralisation de l'économie chilienne fait que la sphère financière est aussi très importante dans l'économie chilienne. Alors, c'est une sphère financière qui est en partie liée à l'économie extractive, mais il y a aussi des poids lourds dans le domaine de la grande distribution, du secteur bancaire, parce que
la capitalisation de tout le système de retraite a permis aussi une financiarisation accélérée de l'économie chilienne. Donc, c'est ça aussi les paradoxes de l'économie néolibérale chilienne actuelle et les difficultés pour un gouvernement de gauche de la transformer, c'est s'attaquer vraiment à des acteurs très, très importants et très, très puissants sur la scène au moins régionale, voire globale. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté de Boric de quand même prendre en compte la dimension environnementale, parce qu'on sait que l'extraction des mines a des conséquences environnementales négatives, et c'est ce qu'il aurait aussi comme ambition, à savoir d'essayer de donner un cadre plus respectueux de l'environnement à cette extraction minière, et aussi plus respectueuse des populations qui vivent dans ces régions. Est-ce que là, est-ce qu'au niveau législatif, il est possible de gagner des choses? Non, là encore, vous signalez une nouvelle difficulté. Effectivement, vous avez raison de le dire, mais c'est un problème de plus pour avancer dans des projets miniers. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chantage dans cette histoire. Hein. Il y a beaucoup de projets d'installation d'entreprises dans diverses régions, aussi bien dans des économies extractives ou extractivistes que dans des économies d'un autre genre. Mais les investisseurs sont en train d'exiger, d'accélérer le mouvement, le processus d'installation de nouvelles entreprises. Et ça se paye au prix de réduire la possibilité de bien gérer l'impact environnemental des nouveaux projets d'investissement. C'est un débat très actuel dans les villes. Et cela fait déjà 10 jours où une bonne partie du débat politique chilien porte sur ce qu'on appelle le permissisme, hein, c'est-à-dire un débat sur les autorisations pour accélérer de nouveaux investissements et qui sont en train d'être freinés par la ministre de l'Environnement. Vous voyez, il y a une tension. Le Chili a un besoin très important de croissance économique, mais qui ne sera pas possible sans qu'il y ait des nouveaux investissements. Moi, j'ai l'impression que le président Boric a pris une décision en faveur de la croissance. C'est-à-dire que les dimensions environnementales vont passer à un second plan. Franck. Aspect-là, c'est vrai que dans la campagne électorale de Gabriel Boric, il y avait une coloration assez nettement sur l'environnement, l'écologie. Il y est revenu régulièrement. C'était un des points du programme. Il y a eu des gestes de fait en tout début du mandat avec la fermeture d'une fundición, comment on dit ça? C'est, ouais, comment ça s'appelle? Ventanas. Oui, à Ventanas, donc une entreprise de Codelco dans la baie de Ventanas, qui est une zone de sacrifice, en fait, comme on dit au Chili, qui polluait, qui est complètement horrible. Et donc là, il y a eu un geste de fermeture. Parce qu'au Chili, on parle des zones de sacrifice. En gros, les zones de sacrifice qui sont sacrifiées au nom du modèle, de la croissance, de l'activité extractiviste. En fait, ces zones de sacrifice, elles existent partout, hein, à l'échelle globale et notamment dans les Suds. Et là, il y a une responsabilité, entre parenthèses, centrale des pays du Nord qui tendent à exporter leurs zones de sacrifice pour ne pas les avoir chez eux. Donc, il y a eu ces premiers gestes-là, mais depuis, c'est pareil, quasiment pas d'avancée. Dans un contexte de plus, je pense que ça, c'est important, il faut rappeler que le mouvement socio-environnemental chilien est existant, il est actif, mais il reste quand même très fragmenté, très localisé. On a une collègue, Mathilde Alain, à Paris, qui travaille notamment sur ces questions-là, ou Antoine Maillet à Santiago. Donc, c'est des mouvements qui sont existants, mais qui sont autour de communautés localisées qui ont du mal à se coordonner. Et globalement, on voit que le mouvement social et populaire chilien, depuis la pandémie et la crise économique,
est plutôt en recul. Il y a des difficultés à se réorganiser, à réactiver en fait la mobilisation sociale. Parce que ça aussi, c'est quand même un élément très, très important, à mon avis. Si on compare avec d'autres processus en cours, notamment la Colombie, Petro, bon, mais Petro, il est quand même, il arrive à mobiliser dans les moments où il s'affronte avec les secteurs les plus durs, les plus conservateurs et l'oligarchie. Il appelle à la mobilisation et en même temps, il est en partie sous la pression de mobilisation sociale. Au Chili, dans la dernière période, il y a plutôt après le grand mouvement d'octobre 2019, les assemblées territoriales qui étaient très intéressantes dans les quartiers, etc. Là, on est plutôt dans une phase de recul, de fragmentation des acteurs sociaux. Et ça aide pas non plus à transformer les rapports de force. Donc, dans ce contexte, oui, je pense que là, on a un gouvernement qui, face à l'inflation, les difficultés économiques et à des prix qui, somme toute, sont assez intéressants pour le Chili sur le marché du cuivre et du lithium, en gros, bah, allons-y, il nous faut de la devise, allons-y. Donc voilà, c'est ça qui va passer à la trappe très certainement. Et du coup, est-ce qu'on observe la même tendance au repli des mobilisations dans le milieu du travail, dans les mines, des organisations notamment syndicales du secteur minier, ou est-ce qu'il y a des mobilisations et de quelle ampleur sont-elles? Quelles sont les Non. revendications? Et puis, par ailleurs, juste pour compléter la question environnementale, on voit bien qu'on a quand même une problématique qui devient de plus en plus prégnante, qui est celle de la ressource en eau. Alors, on sait que depuis cette constitution de Pinochet, l'eau est une marchandise voilà, qui fait l'objet de transactions. Voilà, il n'y a pas de propriété publique de l'eau. Est-ce qu'il n'est pas à craindre des conflits à venir de plus en plus massifs autour de cette question de l'accès à l'eau, sachant que l'extraction minière en est très demandeuse, mais aussi l'agro-industrie et les grandes exploitations agricoles, notamment dédiées à l'exportation, je sais pas, d'avocats ou comme vous disiez, qui constituent quand même aussi un autre pilier de l'économie chilienne. Concernant la question minière, c'est une question extrêmement sensible au Chili, hein. Franck le disait bien, effectivement, Codelco, c'est l'entreprise de cuivre la plus importante au monde, mais il y a plusieurs entreprises multinationales qui ont des concessions très importantes en matière du cuivre, ce qui fait que notre débat porte sur le niveau d'impôt concernant l'extraction du cuivre. C'est ce qui explique que les grèves dans les mines sont plutôt peu fréquentes, hein. D'ailleurs, surtout dans les mines privées, ces entreprises-là, quand elles sont affrontées à des négociations salariales importantes, elles se préparent de telle manière qu'elles gèrent un bon de terme du conflit, comme on l'appelle au Chili, pendant la négociation. Ils sont déjà prêts à payer un bon pour éviter le conflit. Vous voyez? Et à Codelco, c'est un peu la même chose, hein. Il faut bien comprendre que les mineurs, les travailleurs qui bossent dans les mines depuis toujours constituent une véritable aristocratie ouvrière. Le niveau des salaires de ces travailleurs-là sont incomparablement plus hauts que l'ouvrier moyen qui ne travaille pas dans une mine. C'est la raison pour laquelle il y a quand même une certaine gêne lorsqu'un mouvement de grève se déclenche dans le secteur minier, parce qu'il se termine par une négociation salariale et un bon qui peut être très important pour chaque mineur individuel. Vous voyez? Donc, de ce point de vue-là, c'est une arme à double tranchant, quoi, hein, une grève dans le secteur minier. Concernant, c'était quoi la deuxième partie de votre question? Je l'ai perdu de vue. C'était sur l'eau. Ah oui, sur l'eau. Bah, encore une fois, effectivement, compte tenu de la catastrophe qui a signifié la première convention constitutionnelle et le rejet massif du premier texte constitutionnel, on est dans un statu quo infernal et ce n'est pas du tout un enjeu
dans la rédaction de l'actuel texte, du deuxième texte constitutionnel. Ce n'est pas du tout un enjeu, ce n'est pas présent, parce que la gauche n'a pas de force. La droite a littéralement mis sous silence le problème de l'eau, ce qui fait que, dans tous les cas, le problème de l'eau ne sera pas résolu. Aussi bien parce que le nouveau texte constitutionnel a été rejeté, et on revient à la constitution actuelle, ou parce que le nouveau texte va être approuvé. Moi, je suis prêt à parier que ce ne sera pas le cas, mais enfin bon. Et si le texte venait être approuvé, ça ne résout pas non plus le problème de l'eau. Donc, littéralement, c'est un enjeu sans issue. Oui, sur la question du syndicalisme minier, c'est une grosse question. Mais oui, en fait, globalement, le capitalisme minier chilien, pour des secteurs aussi importants et clés, d'une certaine manière, il achète aussi la paix sociale. Et les syndicats des plantas, les syndicats des travailleurs titulaires, ils sont connus pour être très corporatistes. Quand ils se mobilisent, c'est pour leur beefsteak, pour leur salaire, éventuellement aussi pour leurs conditions de travail, et qui sont d'ailleurs terribles, qui sont très, très dures. Mais oui, ils sont très largement à distance du commun des travailleurs chiliens et chiliennes, dont il faut rappeler, par exemple, il y a les travaux de la Fondation Sol et d'autres que la très grande majorité gagnent moins de 450 dollars par mois, alors que les mineurs peuvent arriver à 1500 dollars par mois, 2000 dollars par mois pour certains d'entre eux, avec des tours de travail terribles, des conditions de travail terribles, etc., bien entendu. Par contre, il y a des secteurs subcontratistas, les sous-traitants, là, et qui sont nombreux aussi. Dans cet espace des travailleurs sous-traitants des mines, il y a eu régulièrement des conflits salariaux assez importants qui, à certains moments, ont pu même bloquer l'activité de mines tout à fait centrale du pays. Et là, immédiatement, on voit que ça déclenche des réactions politiques en chaîne, une sorte de tremblement de terre politique. Mais par exemple, le 12 novembre 2019, dont je parlais tout à l'heure, on a vu que le secteur portuaire a été actif pour mobiliser, mais les mineurs ils sont restés complètement en retrait pour soutenir cette grève nationale. Donc, ça montre bien la rupture qu'il y a de ce côté-là. Et juste parce que je vois que dans les questions, il y a des questions qui reviennent autour en gros, il y a un point commun, c'est comment expliquer cette méga défaite du 4 septembre 2022 après ce texte constitutionnel qui apparaissait comme justement très avancé y compris sur les droits de l'eau. Il y avait les droits de la nature inclus dans la Constitution, comme en Équateur. Il y avait un État plurinational comme en Bolivie. Il y avait un féminisme à tous les étages, etc. En fait, il y a plein de facteurs qui expliquent la défaite, mais l'ampleur de la défaite, il y a une question là-dessus. Effectivement, les classes populaires ont voté massivement contre la Constitution. Donc, c'est quand même une défaite majeure pour la gauche, parce qu'en gros, la gauche, elle aspire à mobiliser les classes populaires et les organiser et leur donner des perspectives. Et là, la défaite, on voit dans les communes populaires des taux de 70% de rejet. Dans des communes du sud du pays aussi, des taux de 67-70%. Dans des zones, il y a une question là-dessus aussi, où il y a principalement des communautés mapuche, des taux de rejet de ce niveau-là. Dans des zones où il y a une crise hydrique historique, comme à Petorca, aussi, la Constitution est rejetée. Donc là, il y a quand même l'analyse des causes de la défaite. Elles sont encore à faire, évidemment, mais il y a plusieurs raisons. Mais d'une part, on voit qu'entre le moment où on a commencé le processus constituant et le moment de sortie, il s'est passé plein de choses. La pandémie, la crise économique notamment. Une partie de la population était sur d'autres revendications. L'Assemblée constituante elle-même, elle est apparue au bout d'un moment un peu comme un autre élément de la caste politique, avec des scandales médiatiques, y compris une incapacité à défendre le texte, disons, en bas à gauche, d'une certaine manière, dans les quartiers. Je pense qu'il y a une dimension de sanction aussi contre le gouvernement. On sait que dans les référendums, on vote sur le texte, mais on vote souvent sur autre chose, et très souvent sur autre chose. Donc là, on disait, non, Boric n'a pas assez avancé, ou Boric ne me plaît pas, etc. Il y a une question médiatique. La campagne des secteurs conservateurs
a été très efficace sur les réseaux sociaux, dans les médias, y compris à coup de fake news pour démonter la Constitution. Et puis, c'est un texte constitutionnel qui a fait le front contre lui avec une multiplicité d'acteurs. Il y avait ceux qui étaient contre l'avortement était dans le texte. Il y avait ceux qui étaient contre l'État plurinational et le nouveau droit mapuche, c'était dedans. Et on pourrait faire la liste. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec une situation un peu dantesque pour la gauche et les mouvements sociaux au moment de défendre ce texte, qui a d'ailleurs été défendu, mais un peu du bout des doigts de la part du gouvernement, et très tardivement. Donc là aussi, il y a des erreurs politiques qui ont été commises, alors qu'en face, dès le premier jour, ils ont compris que l'enjeu, c'était plus le texte lui-même, ils ont lâché le texte même, puisqu'ils n'avaient pas plus de droit de veto, mais c'était la sortie, c'était bloquer le texte à la sortie. Et peut-être qu'Alfredo pourrait en profiter pour rebondir. Je pense que c'est ça qui est intéressant sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on se retrouve avec une situation presque, comment dire, la monnaie dans l'autre sens, quoi. Où là, maintenant, c'est l'extrême droite et la droite qui sont en train de rédiger un texte qui lui aussi va être rejeté, et très massivement, parce que là, c'est l'extrême droite qui est en train d'essayer de mettre tout ce qu'elle veut voir dans la Constitution, en pensant qu'elle a la possibilité de le faire. Voilà, je voudrais insister sur ce que vient de dire Franck. Comment dirais-je? À mon avis, le gros problème du premier texte constitutionnel qui a été rejeté en septembre 2022, c'est parce que ce fut un texte qui a pris la tournure d'un programme de gouvernement. Franchement, mettre dans la Constitution l'avortement, c'est absurde. Régler dans la Constitution des questions concernant les symboles nationaux, il y a plein de matières qui ont été incorporées dans le texte constitutionnel qui, en fait, relevaient de l'esprit de la loi, non pas de l'esprit d'une constitution. Et le gros problème, c'est qu'il y a eu tellement d'éléments qui ont été inclus dans le texte constitutionnel que les Chiliens ont trouvé, à chaque fois, ils trouvaient une bonne raison pour voter contre, parce que ça ne leur plaisait pas tel ou tel aspect. La plurinationalité a été une très mauvaise idée parce que les Mapuches ont voté contre. Donc, il n'y avait plus. En espagnol, on a un terme, ça se dit un desfonde. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire une espèce d'écroulement de la base sociale d'une ampleur telle que le rejet était extrêmement prévisible. Or, la droite et l'extrême droite actuellement sont en train de commettre la même erreur, en plus avec un élément de plus. José Antonio Cast, le leader de l'extrême droite chilienne, a misé dans ce processus-là, dans l'approbation du texte, ce que lui-même dit, tout mon capital politique, avec Daniel Gaxi, on se demande toujours qu'est-ce que c'est le capital politique, mais supposons qu'on sait de quoi on parle. José Antonio Cast est en train de risquer toute sa chance d'être élu président de la République dans le plébiscite. Là, franchement, ça relève du fanatisme, parce que c'est assez irrationnel, mais en même temps, le résultat final va être défavorable pour la gauche. Pourquoi? Parce qu'on va terminer dans l'actuelle Constitution. Ça, c'est le grand avantage que la droite a sur la gauche. C'est le texte lui-même, celui qui existe actuellement. Vous voyez? Et bon, hier, il a eu une conseillère du Front élargi qui a déclaré, et aujourd'hui, un autre conseiller du Front élargi, Jelko Lubetic, a soutenu la même opinion. Ce qui va se passer, c'est que la gauche va lutter passionnément lors de la campagne plébiscitaire qui est imminente. La gauche va lutter passionnément pour conserver l'actuelle Constitution. Mais c'est une ironie de l'histoire, mais qui est atroce. Parce que ça, c'est la meilleure expression de la défaite.
Alors, vous êtes tous les deux convaincus que ce nouveau texte sera rejeté. Totalement. Bon, si on a quand même une offensive des médias, de cette oligarchie dont vous parliez tout à l'heure, quand même, qui voudrait pousser pour que ce soit encore plus autoritaire, encore plus régressif du point de vue des droits, qu'est-ce qu'on pourrait quand même craindre de ce texte, s'il était quand même, on peut se situer dans l'optique d'une adoption de ce texte? Est-ce que ce serait encore pire? Enfin, qu'est-ce qu'il est à craindre? Et puis, par contre, s'il est rejeté, que va-t-il addevenir du processus constituant? Est-ce que du coup, c'est l'arrêt de ce processus ou est-ce qu'il y aura des développements ultérieurs? Et puis après, peut-être vous pouvez compléter, il y avait la question de Patricio Paris qui s'interrogeait sur comment on peut déterminer que ce sont les Mapuches qui ont voté contre le projet de constitution, sachant qu'ils sont plutôt généralement éloignés des bureaux de vote et que leurs communautés ont toutes les difficultés pour aller voter. Et puis après, il y a aussi la remarque sur la responsabilité des ministres socialistes qui ont joué un rôle important dans la défaite de la proposition de nouvelle constitution. Marcel coupant les aides données par le gouvernement Pinera pendant la crise Covid et Monsalve en traînant les pieds pour vraiment combattre la délinquance et améliorer la sécurité citoyenne. Ces deux facteurs ont joué un rôle essentiel dans le vote des gens qui venaient du vote obligatoire, qui ont voté à 75% contre la nouvelle constitution. On voit effectivement que la question de la sécurité a occupé un peu le débat notamment médiatique, poussé aussi par des médias qui ont aussi leurs propres objectifs en lien avec les pouvoirs des classes dominantes et de l'oligarchie dont vous parliez, Franck Alfredo. Concernant la première question de savoir comment sait-on que les électeurs mapuches ont voté contre, c'est extrêmement simple. Il y a deux manières de le savoir. Tout d'abord, la quantité de population mapuche dans la région de l'Araucanía est telle que dans cette région-là, c'est la région qui a battu tous les records de voter contre le projet de constitution au mois de septembre. Et il y a une deuxième manière. Et la deuxième manière, c'est de réviser la composition des listes électorales. Et à partir de là, on peut faire, moi j'ai des collègues qui ont fait ça, qui ont travaillé ça depuis assez longtemps. Il y a seulement à réviser quels sont les noms de famille mapuches. Et à partir de là, vous avez, et vu que dans ce bureau de vote, il y avait la liste qui était publique des électeurs, la liste des électeurs est publique à un moment donné, pas au terme de l'élection, mais à un moment donné, la liste électorale, elle est publique, parce qu'il y a la possibilité que les gens protestent parce qu'il n'est pas inclus, des choses comme ça. Mais finalement, on sait parfaitement on connaît parfaitement la raison et on a la preuve empirique que le vote mapuche est tourné à droite. C'est dire autre chose, c'est comme si moi je commençais à nier l'existence de la cordillère des Andes, quoi. Et la deuxième partie de votre question, c'était ça portait sur quoi? Rappelez-moi. Non, mais après, que va-t-il advenir du processus Oui. Non, Gabriel Boric l'a déjà annoncé. Le processus constituant s'arrête. Il n'y aura pas de troisième processus. Et d'ailleurs, il a tout à fait raison, parce que les Chiliens, ils en ont marre. À mon avis, ce qui s'est passé aussi, c'est que, d'un point de vue constitutionnel, ce qui s'est produit, c'est ce qu'on appelle en espagnol un hartazgo, c'est-à-dire un j'en ai marre sur cette question constitutionnelle, parce que c'est une question finalement abstraite, très abstraite pour les Chiliens. C'est une grande abstraction. Vous voyez, ils ne réussissent pas à établir un rapport pratique entre un texte constitutionnel et sa vie ordinaire, sa vie quotidienne. Et là, il y a un véritable problème. Okay. Oui, là-dessus, je pense que c'est très important et même c'est une leçon pour d'autres pays, notamment la France, si on veut une sixième république. C'est que on est dans un pays où on voit à quel point il y a des demandes sociales qui sont installées sur le long terme, en termes d'éducation, de santé, de retraite,
de privatisation des services publics, de niveau d'endettement, etc., qui touchent au néolibéralisme d'ailleurs. Une des solutions qui a été donnée à cette explosion sociale, c'était d'ouvrir le pas vers la fin de la constitution de Pinochet, ce qui était déjà une perspective de démocratisation réelle. Mais finalement, dans le contexte, et surtout dans un contexte qui s'est approfondi de la pandémie, la crise économique, la question sécuritaire qui est devenue lancinante dès 2020-2021, la question migratoire, en plus, qui a été utilisée par la droite et l'extrême droite comme un des problèmes centraux du Chili, eh bien, la question de la Constitution apparaissait comme ailleurs. Au lieu de répondre à ces demandes, elle apparaissait comme étrangère à ces demandes. Et donc là, le lien entre l'un et l'autre, s'il n'est pas fait, soit c'est catastrophique pour la gauche, soit en fait, c'est globalement la population qui s'éloigne de ces processus-là. Dans la situation chilienne, je pense que la grande question aussi, c'est pourquoi et comment se consolide autant une extrême droite radicale? Parce que Antonio Cast, les Républicains, il faut rappeler qu'il se situe à la droite d'une droite qui est déjà très à droite au Chili, qui est en partie héritière de l'époque Pinochet. Et donc là, on voit un phénomène qui est aussi régional, c'est-à-dire une sorte de bolsonarisation en partie du champ politique chilien, un nouveau personnel politique en capacité d'imposer ces thématiques, notamment l'ordre, le retour à l'ordre. En gros, Cast, c'est l'anti-octobre, el octobrismo, c'est l'anti-estallido. Il propose, on va revenir à la famille, à l'ordre social, au catholicisme et aux évangéliques. Lui, en plus, il surfe sur les deux en même temps. À l'antiféminisme, très fort aussi. C'est le contre-féminisme, Cast. La vraie famille nucléaire, catholique, avec papa et maman, etc. C'est ça, Cast. Contre les dissidences sexuelles, contre les LGBTQI, contre le droit à l'avortement, contre les migrants. Donc voilà, c'est le contre qu'organise Cast, il est très fort. Stefanoni, dans son bouquin, travaille bien ça. Et en même temps, il est évidemment ancré dans l'histoire chilienne. Donc, il revendique la constitution de Pinochet, il revendique le jaguar chilien, la croissance, tous ces grands mythes qui ont parcouru le Chili au cours des dernières années. Et le drame, c'est de voir que c'est cette extrême droite qui a été en capacité de rafler une partie de l'actuel Conseil constitutionnel, de rédiger en alliance avec la droite libérale et conservatrice une grande partie du texte, et qui montre vers où ils veulent aller, en fait. Ils ne vont pas être capables de le faire cette fois-ci parce qu'il va sûrement avoir rejet. Et donc, on va revenir à la Constitution réformée de Pinochet. Quand même, je pense que personne ne pouvait imaginer ça il y a quelques années. C'est complètement aberrant, en fait. C'est une aberration totale. Et en même temps, ils montrent que ce qu'ils veulent, c'est le maintien ou le renforcement de l'État subsidiaire, c'est-à-dire que les droits sociaux, il faut qu'il y ait une forte présence du marché, du secteur privé. Ils montrent qu'ils veulent défendre la vie, même intra-utérus. Donc, en gros, ils sont contre l'avortement. Ils montrent à quel point ils sont pour un État fort en termes, disons, l'État répressif, mais un État faible face au marché. C'est ça qu'ils défendent, Cast. Et dans ce contexte, le défi de la gauche, c'est d'être en capacité d'avoir un discours alternatif crédible à une échelle, disons, massive. Et c'est aussi le défi pour les mouvements sociaux, le mouvement féministe, les mouvements, y compris des migrants qui sont organisés, d'installer un récit alternatif. Parce que même si Cast, il va peut-être perdre une partie de son capital politique le 17 décembre, quand le texte va être rejeté, il vise toujours 2025. Et à mon avis, il ne va pas sortir complètement d'effet du référendum. Donc, lui, son objectif, c'est celui qu'avait Bolsonaro après Lula, c'est de rafler la tête de l'État. Et là, s'ils arrivent à la tête de l'État avec des majorités, même en coalition avec des secteurs de la droite dite dure, la Houdi par exemple, ils vont aller très très loin, ils vont continuer à avancer. Et c'est possible au Chili d'aller encore plus loin en termes de moins de droits sociaux, plus de répression, etc., même si on est déjà très très loin de ce point de vue-là.
Voilà. Alors, bon, c'est un peu Bon, difficile après, c'est un peu de pessimiste dans terminer tout ce qu'on est là-dessus. en train de dire, peut-être. Bah oui, parce que nous, on a voulu faire un cycle sur voilà, le retour de la gauche au pouvoir, essayer alimenter un espoir et donner à voir les réalisations. Bon, là, on est plutôt sur des notes négatives, voire complètement des perspectives assez effrayantes, qui montrent bien qu'en fait, la droite au Chili, elle a vraiment, c'est pas la droite qui se situe centre-droit et qui est encore respectable, elle est très limitée et qu'en fait, les idées de l'extrême droite et les héritiers du pinochettisme occupent en fait l'espace politique avec donc cette figure de caste. Peut-être, Alfredo, vous avez quelques éléments à ajouter sur le futur proche et sur la capacité de la gauche et des mouvements sociaux à essayer Mm. d'installer un récit alternatif et d'ouvrir quand même des perspectives. Il y a juste une question qu'on n'a pas abordée, c'est vrai que c'est dommage concernant l'éducation. C'est vrai que c'est un droit social majeur qui là aussi est marchandisé, privatisé au Chili. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été réalisées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Voilà, Alfredo. Et puis après, je pense qu'on va aller vers la conclusion. D'accord. Oui, bon, écoutez, en ce qui concerne l'agenda des réformes sociales, y compris l'éducation d'ailleurs, hein, euh, il y a très peu de chances d'avancer. Enfin, c'est toujours la même raison. Mais je voudrais terminer par une réflexion un peu plus générale sur les gauches latino-américaines, parce que moi, ce que je constate, c'est plutôt un recul des gauches latino-américaines. C'est le cas au Chili, c'est le cas en Colombie. Le président Petro a beaucoup de problèmes. Il a perdu la majorité législative qu'il avait. C'est un peu aussi le phénomène Lula. Lula provoque pas mal de gêne dans les gauches latino-américaines à cause, par exemple, de son rapprochement avec Moscou, avec Poutine. Et ce sont des mouvements qui expriment bien l'idée de fragmentation de la gauche latino-américaine. Hein. Moi, je vois beaucoup plus une tendance à l'augmentation de la fragmentation de la gauche latino-américaine qu'à la cohésion. En Uruguay, la droite est en train de gouverner. C'est un président extrêmement modéré, en tout cas, hein, la Calle Pau. Mais c'est la droite qui gouverne. En Argentine, on est face à la possibilité bien réelle qu'un fou, un démon, qui s'appelle Javier Milei, devienne président de l'Argentine et il pourrait même gagner au premier tour, dès le premier tour. Hein. C'est là où je vous dis que la question est grave. En Équateur, la candidate de Rafael Correa a été battue par la droite. Vous voyez, donc franchement, moi, j'aimerais bien pouvoir soutenir l'idée que la gauche avance, et moi, je vois exactement le contraire. On pourrait ajouter que la situation du MAS en Bolivie est très, très compliquée puisqu'il y a Ouais, se une sont guerre divisés, ouais. fratricide interne. Et donc, en gros, le MAS vient d'expulser le président actuel, qui est pourtant un des cadres dirigeants du MAS. Et Evo Morales est en guerre ouverte contre le gouvernement actuel du MAS. Donc là aussi, la situation est très, très compliquée. Celui qui arrive à le mieux stabiliser pour l'instant la situation, c'est peut-être López Obrador, qui a réussi à Ouais, tout mi-mandat à être fait. revalidé, qui a des perspectives y compris il y a une candidate qui est assez bien placée sur l'échiquier politique. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être l'expérience à ce terme la plus stabilisée, la plus consolidée dans cette parce qu'on a voulu voir une nouvelle vague des gauches latino-américaines, un peu comme il y a eu celle des années 2000. Mais en fait, je pense que le contexte est complètement différent aujourd'hui. On est plutôt dans un moment d'instabilité, d'incertitude permanente. Et on voit même du dégagisme. Si c'est la gauche qui est au pouvoir, on va voter pour la droite. Si c'est la droite pour la gauche, etc. Plutôt que de stabilisation de projets politiques. Et dans ce contexte parce que quand même, moi je reviens toujours, vous allez dire que je suis un peu obsédé, mais l'impact de la pandémie sur l'Amérique latine, je ne sais pas si on mesure toujours bien d'ici ce qui s'est passé. Dans des sociétés où il y a des taux de travail informel très très importants, où on est aussi dans une situation d'explosion de l'inflation, notamment en Argentine, mais pas que. Eh bien, ça fragilise complètement tout le tissu social.
dans ce contexte, il y a du mécontentement, mais qui n'est pas forcément capitalisé par la gauche, et même qui peut être capitalisé par des droites alternatives, qui sont les véritables rebelles d'une certaine manière, avec un discours anti-caste, anti-establishment, même s'ils en sont eux-mêmes issus d'ailleurs, hein, comme Caste lui-même au Chili. Et donc, effectivement, si dans les prochaines semaines, peut-être pas au premier tour, mais peut-être au deuxième, si Milei est en capacité de gagner en Argentine, ça va être un tremblement de terre régional. Et même s'il ne gagne pas, de toute façon, il vient de s'installer politiquement. Donc, on a un bolsonarisme qui est toujours très fort au Brésil. Hein. Ce n'est pas parce que Lula gouverne que le Bolsonaro a disparu. Et le Bolsonaro, c'est la première force politique au Brésil. On a Cast qui est peut-être potentiellement capable de gagner la présidentielle, qui a été promis au premier tour de la dernière. On a Milei qui est en train de s'installer en Argentine. Donc, moi, je crois aussi que le contexte est très dangereux du point de vue des droits démocratiques, sans même parler de grandes réformes post-néolibérales, des droits démocratiques dans la région. Donc là, il y a des enjeux de capacité de front unitaire face aux extrêmes droites, de mobilisation sociale pour les droits, notamment pour le droit des femmes. C'est tout ça qui est en jeu, de solidarité internationale aussi de la part des gauches européennes. Et d'ailleurs, ça pourrait se faire dans les deux sens, puisque chez nous aussi, on a le même problème. Donc, voilà, je pense que le scénario est très, très compliqué, effectivement. On est dans une zone de turbulence qui n'est pas près de s'arrêter à très court terme. Ben, écoutez, voilà un signe peut-être d'espoir de reconstruire, de construire, d'entretenir la solidarité entre les forces de gauche en Europe et en Amérique latine face au péril qui nous guette. Mais bien Juste sûr, pour ajouter, dans les sources d'espoir, moi je pense aussi, c'est le mouvement féministe chilien. Il est aujourd'hui assez désorganisé, en recul, mais il a montré par le passé qu'il était capable quand même d'installer des thématiques importantes. Et donc, de ce côté-là, il y a un vrai mouvement social qui peut aussi réussir à faire, disons, reculer les thématiques de l'extrême droite. voilà. Eh bien, donc, l'avenir dépendra aussi de la mobilisation des mouvements féministes et pour les droits des femmes. Voilà une note plus positive. Alors, je vous remercie vraiment pour vos interventions et puis ces mots aussi qui font office de conclusion de notre deuxième séance du cycle. Merci pour vos propos. On va se retrouver pour une prochaine séance, alors qui sera aussi où les enjeux sont aussi extrêmement complexes, mais qui portera sur la Colombie, certainement au mois de novembre. Et par contre, on aura également une séance sur le Mexique, où là, effectivement, on pourra peut-être voir un petit peu des perspectives plus encourageantes. La vidéo de cette séance sera bientôt disponible sur YouTube. Et puis, donc, on vous communiquera dès que possible la date de la prochaine séance sur la Colombie. Merci à vous pour vos interventions. Merci à tous nos spectateurs qui nous ont suivis ce soir et on vous donne rendez-vous donc bientôt pour de nouvelles rencontres de la Fondation Gabriel Péri. Merci Alfredo et merci Franck. Je vous en prie, merci Merci. beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.